Exercice numéro 1 du DS numéro 3, donc sur le très grand télescope. Donc c'était un exercice sur la diffraction. Dans la première question, on avait une question de cours où on nous demandait de décrire le phénomène de diffraction, dans quelles conditions ce phénomène est-il observable. C'est une définition du cours. Le phénomène de diffraction correspond à un étalement de la direction de propagation d'une onde lorsqu'elle passe à travers un trou ou une fente de dimension A petite par rapport à la longueur d'onde de l'onde ou A environ égale à lambda, avec lambda donc la longueur d'onde de l'onde. Deuxième question, quel caractère de la lumière est mis en évidence par l'apparition d'une figure de diffraction? Ce phénomène de diffraction n'apparaît que pour les ondes. Donc on peut dire le caractère ondulatoire de la lumière est mis en évidence. Troisième question, à partir des résultats expérimentaux, déterminer la valeur du diamètre D et RI de chaque tâche observée pour les deux ouvertures et comment évolue le diamètre de la tâche quand l'ouverture du télescope augmente. Donc évidemment, quand on a ce genre de questions, on ne va pas faire une lecture directe de la valeur. On a l'impression qu'on pourrait la faire, mais on ne le fera pas parce que ça manquerait beaucoup de précision. Donc il va falloir faire avec une échelle, il va falloir prendre sa règle et mesurer la longueur de ce segment-là, et puis utiliser justement une échelle dans ce graphique. Donc dans ce graphique, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait que de moins 0,03 à 0,03, donc ça va être notre échelle. Donc ça c'est sur le graphique. On a 0,06 qui correspond à 6,5 cm avec notre règle. Donc pour la tâche d'Erie, on mesurait 2,8 cm. Donc on en déduisait avec le tableau en croix qu'elle faisait 0,026 m. Pour le deuxième graphique, c'est la même chose et on trouvait une tâche qui fait 0,012 m. Dans la suite de l'exercice, on nous expliquait que les télescopes a un pouvoir de résolution qui va lui permettre d'observer deux étoiles très proches. Mais attention, si elles sont trop proches, on verra simplement un point lumineux. Si elles sont un peu plus éloignées, on aura une tâche un peu plus étalée. Et puis on arrivera bien à voir les deux points si les objets sont un peu plus éloignés. Donc justement, la condition pour qu'on les observe, les deux tâches, c'est qu'il faut que θ minimum soit égal à 1,22 lambda sur A. Alors justement, ici ce qu'on veut observer, c'est deux objets qui sont placés sur la Lune à une distance d. Donc on vous aidait en reprenant la notation petit d ici. Donc les deux objets correspondent ici à étoile 1, étoile 2 qui sont sur la Lune. Et on vous demandait justement de déterminer le D minimum pour que ces deux objets puissent être séparés, sachant que nous, on connaît l'expression de θ minimum. Donc quand on voit ce schéma, on observe qu'on a une relation ici dans ce triangle rectangle entre θ, petit d et grand D, la distance du télescope, pour nous ici qui est sur Terre, à l'étoile, donc nous pour cette question, qui est à la Lune. Donc cette distance-là, pour nous, elle représentera la distance Terre-Lune. Donc on va donner la relation trigonométrique qu'on a dans ce triangle rectangle, tangente θ égale à petit d sur la distance. Or on nous disait qu'on pouvait faire comme approximation tangente θ à peu près égale à θ. On en déduit que θ est à peu près égal à petit d sur la distance Terre-Lune. Or, on sait que θ, c'est 1,22 lambda sur A. Donc ça, quand on écrit θ égale à D sur grand D, ça correspond à θ minimum. Et θ minimum, à θ minimum correspondra à la distance minimum. Si bien qu'on peut en sortir la distance minimum, D minimum est égal à 1,22 lambda, la distance donc minimum, 1,22 lambda, distance Terre-Lune divisé par 1. Donc il suffisait de remplacer par les valeurs. Télescope terrestre de diamètre 4 mètres. Donc on aura la valeur de A, on aura la valeur de la distance et on aura la valeur de lambda. En remplaçant par les valeurs, on trouvait 65 mètres. Dans le deuxième cas, c'est un télescope VLT, donc il fallait remonter dans le sujet.
La valeur qu'on trouvait, c'est qu'ils sont constitués d'un ensemble de 4 télescopes ayant des miroirs de 8,2 mètres de diamètre. Donc là, dans le deuxième cas, A valait 8,2 mètres et on trouvait une distance de 32 mètres. En dernière question, on nous demandait, au vu des résultats obtenus, justifier les choix scientifiques en termes de matériel et de leur implantation. Donc pour le moment, on a vu que justement la distance minimale, elle dépend de la longueur d'onde, elle dépend de la distance de la Terre aux deux objets qu'on souhaite voir, par exemple sur la Lune ou ailleurs, et elle dépend donc du diamètre de notre télescope. Et on voit bien que, d'après cette relation, plus le diamètre est grand et plus la distance minimum va être petit. Donc plus le diamètre est grand et plus on pourra observer des objets qui sont proches. Donc c'est ce qu'on va noter. D'après la relation, on constate que plus A est grand et plus D minimum est petit, plus on peut observer des objets proches. Ensuite, par rapport à sa situation, le fait qu'il soit placé dans un désert, ça peut être d'abord pour limiter tout ce qui est pollution lumineuse. Et puis dans l'énoncé, on nous parlait aussi du fait qu'il pouvait y avoir des fluctuations atmosphériques. Donc ça peut aussi permettre de limiter les fluctuations atmosphériques dans cet endroit. On passe au problème numéro 2, nuisances sonores sous-marines. Donc, on vous demandait en première question, donc c'est une question de cours, les ondes émises par les dauphins sont des ondes progressives mécaniques. Que signifient ces deux termes? Donc on peut noter, onde progressive, c'est la propagation d'une perturbation avec transport d'énergie, sans transport de matière. Et mécanique signifie par contre en plus, cette propagation-là, ici, elle se propage dans un milieu matériel. Donc elle ne transporte pas de matière, mais elle nécessite un milieu matériel. Question 2.1.2. Les sifflements des dauphins sont-ils audibles par l'homme? Justifiés. Donc il fallait aller retrouver dans le sujet quelle était la valeur de la fréquence des sifflements des dauphins. On nous disait que leur fréquence peut varier entre 1,1 kHz et plus de 24 kHz. Donc on sait que les êtres humains peuvent percevoir les ondes sonores dont les fréquences sont comprises entre 20 Hz et 20 kHz. Ici, pour le dauphin, c'était entre 1,1 kHz, donc c'est effectivement compris dans cet intervalle, et 24 kHz, donc ça va bien au-delà. Donc ça signifie que l'être humain est capable de percevoir une partie des ondes émises par les dauphins, mais pas toutes. Seuls les sifflements dont la fréquence sont comprises dans cet intervalle sont perçus par l'homme. Déterminer la longueur d'onde correspondant à un sifflement de 24,9 kHz émis par un dauphin. Donc on a la relation C égale à lambda fois F. On connaît la valeur de la vitesse de la célérité de cette onde, c'est 1500 mètres par seconde, et on connaît la valeur de F. On en déduit que la longueur d'onde est 6,02 10 puissance moins 2 mètres. On nous demandait ensuite de calculer la valeur de la fréquence des 3 premières harmoniques de ce sifflement. Donc ici, on a un sifflement dont on connaît la fréquence. Ce sifflement, on peut supposer que ce n'est pas un son pur, donc un son complexe. Et je rappelle qu'un son complexe, avec une fréquence, donc qui est périodique, est décomposable en la somme de plusieurs harmoniques. Donc un fondamental qui aura la même fréquence que la fréquence du signal complexe. Donc c'est ce qu'on peut déjà noter. Le fondamental, sa fréquence sera justement 24,9 kHz, et puis des harmoniques. Alors là, on nous demandait les 3 prochaines harmoniques. Donc on peut calculer l'harmonique de rang 2, ce sera tout simplement une fréquence F2 qui vaut 2 fois F1, donc en remplaçant par les valeurs. Pareil pour l'harmonique de rang 3, F3 égale à 3 fois F1, et l'harmonique de rang 4. Impact du son émis par un sonar. Ici, on nous disait que les sonars peuvent émettre des signaux dont l'intensité sonore peut être jusqu'à 3,2 10 puissance 11 watts par mètre carré
pour une fréquence de 3 kHz. Il fallait montrer que ce signal correspond à un niveau d'intensité sonore de 235 décibels. Donc on avait la valeur de l'intensité sonore, I, et il fallait calculer le niveau d'intensité sonore, L. Donc en remplaçant par les valeurs, effectivement, on trouvait L égale à 325 décibels. Question suivante. Le son est atténué de 0,16 décibels par kilomètre dans l'eau de mer. Il fallait estimer la distance minimale à laquelle un dauphin peut se trouver sans subir de risque auditif. D'après l'énoncé, on vous disait que pour les dauphins, le risque auditif est de 220 décibels à 3 kHz. Donc nous, on vient de voir pour le moment qu'à 3 kHz, la puissance, le niveau d'intensité sonore peut atteindre jusque 235 décibels. Or, il sera atténué de 0,16 décibels par kilomètre. Donc, on va pouvoir calculer le nombre de kilomètres pour revenir à 220 décibels. Donc, le L pour le moment est de 325 décibels avec une perte de 0,16 décibels par kilomètre. Nous, on sait que la limite pour les dauphins est de 220 décibels. Donc on peut voir déjà de combien de décibels il faut diminuer. Donc il faut diminuer de 325 moins 220, c'est-à-dire 115 décibels. Or, on a une perte de 0,16 décibels par kilomètre. Donc en kilomètres, 115 divisé par 0,16, ça nous donnait à peu près 94 km. Puisqu'à chaque kilomètre, on perdra 0,16, on divise cette valeur par 0,16. Donc, dernière partie de cet exercice avec l'effet Doppler. Ici, on vous disait que le sous-marin envoie une onde acoustique de 3 kHz en direction du dauphin et que le sous-marin se rapproche du dauphin à une vitesse V de 22 km/h. On vous demandait si le son perçu par le dauphin est plus grave ou plus aigu et il fallait justifier la réponse à partir de ce qui était donné. Donc ici, à partir du schéma, on voyait bien que quand l'émetteur se rapproche du récepteur, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les fronts d'onde ici se rapprochent, se tassent. Si les fronts d'onde se rapprochent, ça signifie que la longueur d'onde, la distance entre les deux fronts d'onde, est plus petite. Or, on sait que C est égal à lambda fois F. Donc, si lambda diminue, alors F augmente, puisqu'on a toujours une onde qui se propage à la même vitesse. Donc F augmente, ça signifie que le son perçu est plus aigu. Donc dernière question avec le calcul de la valeur du décalage Doppler. Donc le décalage Doppler était défini ici avec une formule. Il va falloir qu'on retrouve les différentes valeurs dans l'énoncé qu'on remplace. Alors, quand on regardait l'énoncé, on constatait que la vitesse de déplacement du sonore est de 22 km/h, la fréquence du son émise par le sonore est 3 kHz et la vitesse de propagation de l'onde est toujours la même, 1500 mètres par seconde dans l'eau. Donc là, le petit piège, c'est qu'on a une vitesse en km/h et une vitesse en mètres par seconde, donc il fallait tout convertir à la même unité. Donc on sait que 1 km c'est 1000 mètres, 1 heure c'est 3600 secondes, ce qui signifie que km par heure c'est 1 sur 3,6 mètres par seconde. En remplaçant par les valeurs, on trouvait 12,2 Hz. Reste à savoir si on mettra plus 12,2 Hz ou moins 12,2 Hz. Donc on sait que le sonar s'approchait du dauphin, donc la fréquence perçue, tout à l'heure on l'a dit, perçue par le dauphin, elle va être plus grande, F augmente. Donc FR moins FE est égal à 12,2 Hz, car FR est plus grand que FE.